Yo, nouvel épisode de Rolistologie. Oui, je prends mon temps. Dans le dernier épisode, je parlais de type de découpage des envies de jeu à la table, la fameuse LNS. Aujourd'hui, on va voir un autre type de découpage moins polémique et très utile pour les prochaines vidéos. Il s'agit d'un découpage des moments de jeu. Cette théorie ne cherche pas à remplacer la LNS, à être en opposition ou autre, elle vit sa life, par elle-même et pour elle-même. Je ne ferai donc pas de comparaison. Avant de commencer, ceci est un montage. J'ai mis un fond pour l'aspect écriture, vidéo fait maison, etc. Et surtout pour pas être obligé de montrer ma tête, parce que j'ai pas forcément envie que vous voyiez ma tête. Voilà. Même si en vrai vous pouvez me retrouver sur deux tables rondes à Bonne Tom et la cloche. Donc, comme dans la dernière vidéo, on va faire un rapide passage sur ses origines, sa définition. Après, on verra les 4 éléments qui composent cette théorie en détail, et on fera un petit aller plus loin. Tout commence sur le blog de Nicole Lazzaro, en 2012. On parle alors de type de fun. La théorie a été retravaillée et popularisée par Thomas Munier en 2016. Vous l'avez peut-être compris avec le nom donné par cette théorie, donc l'atomistique. L'idée, c'est d'aller dans les fondamentaux de ce qu'est un moment de jeu rôliste. L'une des manières les plus simples de décomposer un moment de jeu. Cependant, on parle plus de famille d'atomes. Il existe plusieurs variantes au sein d'une même famille. On peut aussi voir des cas frontières entre deux familles. L'atomistique ne prétend pas qu'il existe des moments composés d'une seule famille exclusivement d'atomes. Il existe de très nombreux mélanges, des mélanges de parfois de tout, parfois de pas grand-chose. Cette théorie est très facile car les familles sont plutôt bien définies, elles s'utilisent assez facilement et on peut exprimer bon nombre d'idées grâce à elles. Voilà pourquoi cet épisode fait partie des fondamentaux. Certaines personnes peuvent rechercher certaines familles, car elles apprécient plus l'une que l'autre. Il y a des jeux qui cherchent à créer également un moment particulier avec certains atomes précis, mais bien sûr on n'est toujours pas là pour donner des étiquettes aux gens, on est là pour mettre des mots sur les attentes, c'est pas pareil. Je le répète pour que ça soit bien clair pour les deux du fond qui écoutent pas. Les atomes sont des familles, leurs définitions sont relativement larges et sont personnelles, subjectives. Donc vous aussi, face à ces familles, vous avez le droit de faire preuve de subjectivité, c'est voulu. Mais évidemment, dans l'idée, tous les atomes sont cool. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, on va commencer par le plus simple, on va dire, le tactique. Son titre original, Hard Fun. La tactique, c'est la réflexion pour surmonter des obstacles bien définis, c'est la stratégie que cela soit en chiffres ou non. Un combat avec des mécaniques bien décrites est tactique. Une enquête avec des éléments de fiction est tactique. La persuasion d'un PNJ, c'est tactique. Les relations entre personnages peuvent être tactiques, etc., etc. Sans résistance, point de salut, a dit un jour un grand passionné de ce type de jeu. Effectivement, c'est souvent vrai. Ce moment se définit souvent par la présence d'une opposition. D'où le terme hard de hard fun. Alors pourquoi on ne parle pas de ludisme ? Eh ben oui. Tout simplement parce que ce n'est pas du jeu, c'est de la tactique, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus sérieux. Le jeu, ça peut regrouper tout un tas d'éléments. Ici on ne parle pas de simple mécanique, de livre de règles, mais bien de réflexion, d'optimisation, de stratégie en somme quoi. C'est très précis, et du coup le terme est beaucoup mieux choisi. Voilà. On va passer au social. Son titre original, People Fun, bon, ça paraît évident. Un jour, un grand sage m'a dit qu'il ne suffisait pas d'être plusieurs pour avoir un échange social. Effectivement, ça nous arrive parfois de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas et que finalement ce n'est pas très important, mais pour le cas où ça changerait tout, justement, il y a le jeu social. Le social, c'est un instant de communication, d'échange entre les participants et participantes de la table. Quelqu'un peut jouer pour profiter d'un moment convivial, connaître mieux les autres, se construire une sorte de réputation ou que sais-je. On peut toujours mettre un petit fond social autour de la table. On peut par exemple apprécier jouer avec des gens qu'on aime. Et oui, ça se fait encore. On peut aussi aimer découvrir des personnes, ou faire jouer des gens qui n'ont pas l'occasion de le faire d'habitude. On peut par exemple travailler sur l'accessibilité, je vous mets une petite table ronde en description. Le jeu c'est un média, et un média c'est un moyen d'expression. Et vu que dans le jeu, l'expression peut être réciproque, on peut parler de communication. Et parfois, on fait passer des messages à travers le jeu. Imaginez deux personnes qui savent pas trop comment passer un moment ensemble, ils peuvent se mettre à une partie d'échecs, ils s'en foutent un peu de qui gagne, qui perd, l'important c'est de faire un truc ensemble, de
qu'on montre qu'on a de l'affection réciproquement, et c'est déjà pas mal. Il y a plusieurs dynamiques sociales autour d'une table, et on peut repérer des attitudes. On parle bien d'attitude, attention, calmez-vous, pas de personnalité, c'est très différent. L'attitude, ça dépend énormément de la situation. On peut avoir la personne pivot, qui va être moteur de la partie, qui participe à créer un climat. On peut aussi avoir l'attitude caméléon, qui peu importe la partie, à coup d'empathie, on arrive à comprendre les attentes de jeu et à s'adapter. Et s'adapter, ça peut être faire des choix qui peuvent paraître bizarres selon d'autres atomes, mais qui socialement est totalement compréhensible. Je sais très bien que cette quête me mènera vers un danger mortel, pour une récompense d'un quart de ticket de bus. Mais bon, faut bien suivre le groupe. On peut aussi avoir une attitude réservée, prendre le minimum de place possible. Il y a pas si longtemps, le thème social était assez peu abordé dans la théorie rôliste, et c'était bien dommage. Cela a donné lieu à des dérives. L'attitude réservée a souvent été très décriée. Certains pensaient que c'était la personne le problème, qu'elle s'ennuyait, qu'elle n'y mettait pas du sien, etc. Alors que ça peut être tout autre chose. Ça peut être un problème de timidité, de manque d'accompagnement, ou bien même un style de jeu à part entière. Mais cette dérive a donné lieu au délicanon de Santorette. Donc petit conseil, quand vous entendez quelqu'un parler de Santorette, malaxez la protection auditive en cire pour la ramollir et donnez-lui une forme allongée pour qu'elle s'adapte à votre conduit auditif. Tirez ensuite le haut de l'oreille pour ouvrir le conduit auditif et en chasser l'air, et introduisez la protection en l'enfonçant doucement. Votre boule qui est alors parfaitement installée. Et sur ce, nous allons passer à la troisième famille, l'esthétisme. Son titre original, c'est Easy Fun. On parle du beau, d'esthétisme. Si vous pensez qu'en 15 minutes, je vais pouvoir définir ou expliquer ce qu'est le beau, alors vous avez une bonne opinion de moi et je vous le remercie, mais non. Juste, non. Je peux juste vous dire que parfois le beau c'est très laid. Je tiens à préciser que l'esthétisme dans ce cas-là c'est autant la forme que le fond. Attention. Un moment esthétique facile à appréhender peut être une description généreuse et parfois non utilisable. Par exemple, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est un rire cristallin. Le jeu esthétique est dans le dévoilement, le moment d'exposition. Les éléments de jeu ne sont pas des secrets qu'il faut chercher de manière tactique, mais il faut plutôt se laisser surprendre par eux. Et vu qu'on parle d'esthétisme, on peut se rapporter à une forme de canon esthétique de la partie, en sachant que la vraisemblance peut être un canon esthétique. L'esthétisme, c'est aussi faire attention. Cette famille, ça peut être également faire attention à sa façon de jouer. On parlera du jeu en performance un autre jour, promis. Mais c'est une question d'interprétation, de gestuelle, de jouer la personne qui joue. Oui, c'est chelou dit comme ça, mais je vous jure que ça a un sens. Faut pas voir le jeu esthétique comme un moment de contrôle absolu. Ça peut être la mise en place d'une ambiance et juste se laisser porter. Et ça ne passe pas que par les mots, cela passe par l'histoire générée, les symbolismes, etc. Est venu le temps de vous parler de la dernière famille qui est la plus compliquée à définir. Son titre original est Serious Fun, c'est le jeu moral. Alors, si vous pouvez pas compter sur moi pour définir l'esthétisme, la morale, comptez pas non plus. C'est honteux! Bah oui, mais le jeu moral, c'est très compliqué, quoi. C'est un jeu qui questionne la morale des joueuses, ou qui leur fait vivre une expérience morale. C'est-à-dire sans prendre en compte un dilemme, un choix, etc. Et finalement, le jeu moral, c'est une forme de catharsis. Merci le Scrabble, c'est-à-dire purger les passions. Dans cette famille, il faut vraiment que ça soit une question morale que se posent les participants et participantes. S'il n'y a pas cela, on pourrait avoir en fait une esthétique de la morale. Dans cette famille, on prend les enjeux fictionnels au sérieux, d'où le titre original Serious Fun. Et là, ça soulève la question du fun. Un jeu cool peut avoir une absence de fun totale. Alors ça existe dans les jeux vidéo, on a par exemple Paper Please, et bien ça existe aussi en jeu de rôle. En prenant en sérieux cette fiction, on essaye de s'immerger émotionnellement dans l'histoire, avoir une réflexion sincère dessus. Je justifiais ça en disant que l'aspect moral ne s'exprime que s'il y a l'aspect un peu émotionnel derrière. Et voilà, c'est ça le jeu moral, l'exploration de sentiments, de la morale humaine, le drama, le délicieux drama. Bien qu'on ne ressente
jamais vraiment ce que ressentent nos personnages. Me faites pas croire que vous avez autant peur qu'une personne qui voit un monstre cthulhuesque dans la vraie vie. Le mot théoricien pour briller dans les conventions mondaines, c'est synesthésie. Merci encore le Scrabble. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je vous mets un petit lien en description en Tsum Tsum. Et maintenant qu'on a fait les 4 familles principales de cette théorie, on va parler un peu d'élargissement. En fait, les gens qui plébiscitent cette théorie ne sont majoritairement pas contre rajouter quelques familles, à condition qu'on soit pur et juste avec les anciennes. Et donc on n'est pas dans un truc cloisonné comme une certaine autre théorie. Et bien que large, les concepts sont suffisamment parlants pour avoir l'essence, l'idée derrière, et ça permet de bâtir dessus assez facilement. Si je veux parler des atomes créés, il y en a plusieurs, je n'en parlerai que d'un qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'atome mécanique. Des moments de jeu sont purement mécaniques, il n'y a pas de stratégie dedans, il n'y a pas d'esthétisme, de social ou encore moins de morale, ils sont juste mécaniques. On lance un dé, on remplit des lignes, on coche une case, et ça y est, on voyage. Il y a un vrai plaisir à faire un puzzle ou un Rubik's Cube, sans aucune résistance, / tactique. Le pur plaisir de la manipulation de mécanique. Voilà, c'était l'atomistique. Enfin, une partie de l'atomistique. Je traiterai la suite dans une prochaine vidéo sur l'immersion. Et oui, on l'attendait tous, enfin un sujet concret. C'est une blague. Allez, à plus.